lettre de la présidence du Faso, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte sur la création, l'organisation, les attributions, la composition et le fonctionnement d'une commission de régulation des dysfonctionnements, en abrégé CRD. L'administration publique aujourd'hui est sujette à des dysfonctionnements affectant négativement la qualité du service qu'elle délivre. Ces dysfonctionnements ont un lien étroit avec les comportements non éthiques ou non professionnels de certains supérieurs hiérarchiques d'agents publics, car ils laissent libre cours à des fautes professionnelles non sanctionnées, des sanctions disciplinaires non appliquées, des dénonciations non poursuivies, des recommandations non mises en œuvre, des instructions non mises en œuvre sans motif valable, de la violation des procédures et règles au détriment des usagers, des implications, des condamnations judiciaires non appliquées. L'engagement solennel du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, le jeudi 11 juillet 2024 à Ouagadougou, à l'occasion d'échanges avec les forces vives de la nation, consistant à mettre un comité de régulation des dysfonctionnements dans chaque ministère et institution, s'inscrit dans la dynamique de remédier aux dits dysfonctionnements et de promouvoir la bonne gouvernance tel qu'il ressort de l'article 2 de la charte de la transition modifiée. En exécution de cette orientation éclairée du chef de l'État, le présent décret permet la création, l'organisation, la composition et le fonctionnement et la fixation des attributions d'une commission de régulation des dysfonctionnements qui sera rattachée au cabinet de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Cette commission aura pour mission de faire corriger ou de corriger par elle-même tout dysfonctionnement dans les administrations publiques. Elle aura compétence sur toutes les structures centrales et déconcentrées des administrations civiles, paramilitaires et militaires, des collectivités territoriales, des sociétés d'État, des établissements publics de l'État et des associations reconnues d'utilité publique. Plus spécifiquement, elle sera chargée de requérir l'application des sanctions à l'encontre d'un agent fautif et du supérieur hiérarchique qui ne requiert pas la sanction, de veiller à l'application des recommandations non mises en œuvre des rapports d'audit et de contrôle des structures et des corps de contrôle public, de suivre l'exécution des sanctions judiciaires et administratives et de veiller à la mise en œuvre de leurs implications, d'assurer le traitement des dénonciations non poursuivies relativement aux faits traités par l'administration. La commission de régulation des dysfonctionnements CRD comprend un conseil d'orientation chargé d'apprécier l'opportunité de l'action des comités ministériels, institutionnels ainsi que du comité spécial. Le conseil d'orientation peut être saisi par le président du Faso, le Premier ministre, le président de l'Assemblée législative de transition et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut s'auto-saisir des comités ministériels de régulation des dysfonctionnements, en abrégé CRDM, exécutent les délibérations du Conseil d'orientation dans les départements ministériels. Les comités institutionnels de régulation des dysfonctionnements, en abrégé CRDI, exécutent les délibérations du Conseil d'orientation dans les institutions constitutionnelles. Un comité spécial de régulation des dysfonctionnements, en abrégé CRDS, exécute les délibérations du Conseil d'orientation dans les administrations autres que les départements ministériels et les institutions constitutionnelles. L'adoption de ce décret permettra d'insuffler une nouvelle dynamique dans la gestion des administrations publiques par le renforcement de la bonne gouvernance et la délivrance d'un service public de qualité. Tels sont les éléments caractéristiques du premier décret. Le deuxième décret, adopté au titre de la présidence du Faso par le Conseil des ministres de ce jour, institue l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire 2024-2029. L'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire 2024-2029
est proposée à la suite de celle de 2023-2024. En plus d'étendre la période d'exécution de l'initiative présidentielle pour la production agricole, alimentaire et l'autosuffisance sur les 5 années à venir, l'initiative prévoit un dispositif de pilotage et intègre désormais l'agriculture climato-intelligente, c'est-à-dire une agriculture qui optimise l'efficacité des investissements destinés à lutter contre le changement climatique et qui favorise la production de certaines spéculations et la production piscicole à grande échelle. Tout comme l'initiative 2023-2024, elle sera logée au Bureau national des grands projets du Burkina Faso. Elle sera exécutée à travers 4 composantes que sont: composante 1, la mise en place d'une agriculture climato-intelligente sur 5000 hectares en lien avec l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. La composante 2, quant à elle, porte sur l'initiative d'urgence pour l'intensification de la production du riz, du blé et des produits maraîchers au Burkina Faso sur 16 000 hectares. La composante 3 s'articule autour du programme alimentaire militaire du Burkina Faso sur 6 750 hectares. La composante 4 porte sur le programme de production de défense de la patrie contre l'insécurité alimentaire sur 5 000 hectares, soit 3 500 hectares attendus de la Sosico et des villages voisins pour une production avec les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, et les différentes coopératives. Et enfin, 1500 hectares de production avec la Chambre nationale d'agriculture. La mise en œuvre de l'initiative nécessitera la mobilisation de ressources financières durant les 5 prochaines années à hauteur de 120 893 950 000 francs CFA. L'adoption de ce second décret permettra d'assurer le bien-être des agriculteurs et la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Le Conseil des ministres a autorisé le recrutement exceptionnel de 300 assistants des eaux et forêts en complément du recrutement qui était déjà en cours, dont le lancement a démarré le 14 mars 2024 au nombre de 975. Et au cours de ce recrutement, vous aurez constaté que le Conseil des ministres passés a autorisé que ce soit le recrutement au niveau de la police, le recrutement au niveau de l'armée, au niveau de la gendarmerie, un pourcentage qui est réservé aux volontaires pour la défense de la patrie. Mais au moment où la décision se prenait concernant les assistants des eaux et forêts, le concours avait été déjà lancé. Donc nous avons dû laisser le processus se poursuivre jusqu'au bout. Mais pour prendre ces volontaires pour la défense de la patrie en compte, donc il fallait demander une autorisation spéciale du Conseil des ministres pour pouvoir recruter cet effectif complémentaire. Donc il y a eu l'autorisation de recruter 300 assistants des eaux et forêts, mais uniquement réservés aux volontaires pour la défense de la patrie. Pourquoi le Conseil des ministres est parti dans ce sens? D'abord, il faut tenir à féliciter l'ensemble de nos enfants, de nos fils, de nos filles, de nos neveux, qui sont sur le front de défense de la patrie. Nous constatons que parmi ces volontaires pour la défense de la patrie, il y a certains, certes, qui ont les diplômes, qui remplissent les caractéristiques de composition des différents concours, mais il arrive des moments pendant la période de la composition, ils ne sont pas au même niveau de repos ou de concentration que les mêmes candidats. Mais quelqu'un qui s'est engagé pour défendre la patrie, on ne peut pas exiger de lui le même temps de préparation, de concentration pour composer les concours. Nous nous retrouvons face à des cas où des volontaires pour la défense de la patrie sont même victimes d'attaques ou ce sont des blessés qui ne sont plus capables de prendre part à un certain nombre d'activités. Donc le Conseil des ministres a autorisé que sur les 300 postes qui sont réservés de façon spécifique au recrutement, rien que des VDP, nous allons d'abord regarder sur ceux qui s'étaient déjà inscrits pour compétir au concours de 975 lancés,
pour les retenir. Je pense que nous avons fait l'estimation. Ils sont autour de 88 personnes que nous allons retenir et le reste, autour de 212, sera lancé à un concours de recrutement en complément d'effectifs, rien que les volontaires pour la défense de la patrie. Je termine en disant que l'analyse du Conseil des ministres doit se poursuivre. Ça ne va pas se limiter seulement au niveau des assistants des eaux et forêts, même dans les autres segments professionnels de l'administration, nous allons regarder qu'est-ce qu'il faut faire pour l'ensemble de ces fils et filles du pays qui sont engagés sur le front de défense du pays. Aujourd'hui, le Conseil a adopté un rapport relatif à l'avant-projet de loi sur l'identifiant unique électronique de la personne au Burkina Faso. Comme vous le savez, notre pays s'est engagé dans la mise en place de l'identifiant unique électronique de la personne depuis maintenant plusieurs années. Cet identifiant unique qui permettra d'identifier de façon unique toute personne vivant au Burkina Faso sans aucune autre condition, grâce aux données biométriques telles que les empreintes et les iris, et également grâce à des données biographiques, notamment le nom, le prénom, la date de naissance et le sexe, permettront de fournir à chaque habitant une preuve d'identité. Comme vous le savez, nous avons beaucoup d'habitants dans nos pays qui n'ont pas de preuve d'identité. Donc avec cet identifiant unique, chacun aura déjà une preuve d'identité. Mais cette preuve d'identité ne remplace pas les autres pièces d'identification. Elle viendra renforcer les systèmes d'identification au niveau des différents sectoriels. Cet instrument d'identification unique électronique de la personne est un instrument très important pour maîtriser les données sur nos populations, permettre la délivrance des services plus facilement et également permettre d'assainir les bases de données d'identification au niveau sectoriel. Elle permettra également d'avoir l'interopérabilité entre les bases de données sectorielles. Aujourd'hui, nous avons des difficultés au niveau de ces bases de données à cause de doublons. Nous n'arrivons pas à avoir des bases de données saines et fiables. Avec cet identifiant unique, ce problème sera résolu et permettra d'éviter que chaque sectoriel ait à enregistrer ces données-là. Donc, les bases de données au niveau de chaque sectoriel devront se référer à cet identifiant unique-là afin d'enregistrer les cibles à leur niveau. Cet identifiant unique sera utilisé non seulement dans l'administration, mais également dans le privé. L'identification au niveau de la santé se fera à partir de cet identifiant unique, au niveau de la fonction publique, au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau de la sécurité. Toutes ces bases vont se référer à cet identifiant unique. Également au niveau des banques, au niveau des opérateurs de téléphonie mobile, tous ces acteurs devront désormais se baser sur cet identifiant unique pour procéder à l'identification de leurs clients ou en tout cas des personnes qu'ils doivent enregistrer au niveau de leur base d'identification sectorielle. C'est donc une étape importante dans ce processus-là de pouvoir maintenant avoir le quitus du Conseil des ministres pour aller présenter le dossier à l'Assemblée pour avoir l'adoption de cette loi qui va permettre d'encadrer cet identifiant unique-là. Et dès qu'on aura le système d'identification unique qui est en train d'être mis en place et cette loi, nous pourrons procéder en l'enrôlement des habitants et leur fournir cet identifiant unique-là. Le Conseil des ministres a examiné et adopté un projet de décret portant mesures de protection des travailleurs, des patients, du public et de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants au Burkina Faso. Son adoption consacre la relecture du décret 2019-0783 du 18 juillet 2019 qui portait sur les principes généraux de protection. Aussi, l'adoption de ce décret améliore l'environnement des procédures pour la production de l'énergie nucléaire. Vous ne vous en doutez pas, notre pays s'est engagé dans la production de l'énergie nucléaire et a des prescriptions à respecter. L'adoption de ces décrets-là nous permet de respecter certains critères.
c'est la mise en œuvre également des articles 49 et 54 de la loi 032-2012 portant sûreté, sécurité nucléaire et garantie. Ce projet de décret consacre des innovations, notamment le renforcement du régime de protection des travailleurs conformément aux standards exigés pour les pays qui veulent implémenter l'énergie nucléaire. Également la mise en place du registre national des doses des travailleurs. Il faut dire que pour les travailleurs, dans un système où il y a les rayonnements ionisants, il y a ce que nous appelons les dosimètres. C'est fixé sur la poitrine des différents travailleurs et ça permet de donner les différentes doses auxquelles il faut être exposé en une année. Quand la dose est dépassée, vous devez changer de poste de travail. Également, on a une meilleure distinction des zones de travail et l'organisation de la protection de ces lieux. Il y a aussi la prise en compte de la responsabilité des travailleurs. Parce qu'avant, on mettait l'accent uniquement sur l'employeur. Maintenant, le travailleur, sa responsabilité est mise en avant. Parce que le dosimètre est sur le travailleur, donc c'est de sa responsabilité pour le porter et vérifier les éléments d'indicateurs qui y sont mentionnés. Nous avons également une prise en compte de la situation de la femme enceinte, de l'apprenti et du mineur. La prise en compte du personnel navigant dans la réglementation, la prise en compte de l'exposition médicale dans le cadre d'un programme de recherche. Également dans les unités médicales où nous avons les questions de rayonnement ionisant, il est exigé la présence d'un médecin spécialiste en physique nucléaire. Donc ça c'est requis, au moins un médecin. Tous les acteurs du domaine ont 6 mois pour se conformer à ce nouveau décret.